Les paradoxes de la comtesse théologienne. Voilà comment j'ai introduit, comment j'ai intitulé le portrait que j'ai fait de Valérie de Gasparin. Et c'est un titre que j'ai eu pas mal à réfléchir. D'abord parce que peut-être le seul mot en fait qui vraiment marche là-dedans, c'est comtesse. Valérie de Gasparin, qui est en fait une genevoise, hein, qui est née Valérie Boissier, d'une grande famille genevoise. Sa mère est une musicienne, une pianiste très réputée, Caroline Boissier-Butini. Elle est donc d'une famille de propriétaires terriens. Elle a une enfance très éduquée et elle se marie avec Agénor de Gasparin, un Français, comte, donc par lui, elle devient comtesse. Et à eux deux, ils cumulent leur réseau et on a envie de dire qu'ils couvrent l'ensemble du protestantisme français. Ils sont capables de se mêler de tout, d'intervenir dans toutes les querelles du protestantisme francophone du 19e siècle, et il y en a beaucoup. Et donc, ils sont là pour parler des églises libres, du réveil, du mouvement évangélique, des congrégations religieuses protestantes, des diaconesses. Ils sont là pour tenter de faire tourner des tables quand la mode du spiritisme arrive en Europe. Et ils vont intervenir abondamment l'un et l'autre sur des questions de liberté religieuse, que ce soit en Suisse ou en France. Donc, à eux deux, c'est un couple qui marque vraiment une bonne partie du 19e siècle pour ce qui concerne le protestantisme francophone. Donc, ce mot comtesse, il était assez évident et assez classe. Et si on met avec ça les images qu'on a de Valérie de Gasparin, toujours très belle dans des robes, des véritables robes de princesse, de conte de fées, on a là une figure. Mais j'ai voulu ajouter théologienne et j'ai voulu ajouter les paradoxes. Alors, la théologienne, ça, c'est loin d'être une évidence et ça demande pas mal de réflexion. Pourquoi? Parce que Valérie de Gasparin elle-même n'admettra jamais, jamais qu'elle est théologienne. Pourtant, elle noircit des pages et des pages qu'elle imprime, hein, qu'elle édite, des livres qu'elle vend, qui sont, à mon avis, véritablement des livres de théologie. Donc, il y a des livres de morale chrétien, que de morale chrétienne, en particulier son mariage du point de vue chrétien, qu'elle publie en 1843, qui reçoit une médaille de l'Académie française, qui est un ouvrage de morale, voilà, de morale du couple, on ne peut pas vraiment dire familial dans son cas, parce que c'est vraiment le couple qu'elle a en perspective, mais une morale chrétienne, donc c'est de l'éthique chrétienne, une discipline de la théologie. Mais elle a aussi des essais qui sont sur l'état du protestantisme, où elle vraiment elle prend de toute sa posture, de toute son autorité pour critiquer l'état du christianisme de son temps. Donc voilà, ça, disons objectivement, c'est de la théologie. Bien sûr, par contre, qu'elle n'est pas dans une université, elle n'est pas dans une académie, elle n'a pas de formation à proprement parler théologique. Je ne sais pas quelles sont ses compétences en langue ancienne, mais c'est sûr que c'est une lectrice assidue de la Bible. Donc, elle va toujours dire qu'elle n'est pas théologienne et en réalité, elle va profiter de dire ça pour faire de la théologie en étant dégagée des règles implicites ou explicites de la théologie d'école, de la théologie classique. Donc pour moi, bien sûr, ça fait d'elle une théologienne un peu malgré elle. Ce qui est très amusant, c'est que après avoir écrit ce portrait, je continuais à chercher des choses dans la presse sur le mariage du point de vue chrétien et sa réception. Donc c'est vraiment un ouvrage très important qui marque voilà, la manière dont on conçoit le couple dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc je faisais des recherches et là j'ai vu qu'elle était accusée par ses détracteurs de faire de faire des femmes en fait des théologiens. Donc l'étiquette lui a été imputée. Donc je suis d'autant plus contente d'avoir fait le choix de ce titre. Et puis, il nous reste les paradoxes, et ça, c'est quelque chose qui m'est extrêmement cher, et à vrai dire, c'est pour ça que j'ai travaillé sur Valérie de Gasparin et que je souhaitais partager cette figure.
Ça n'est pas une féministe. Et en fait, ce qui est même génial, c'est qu'elle s'en prend aux féministes, parce qu'elle en a des contemporaines féministes, en particulier George Sand, et elle écrit des choses sanglantes sur cette collègue, hein, qui est aussi une écrivaine, qui est aussi une autrice, mais qu'elle accuse de tous les maux possibles et imaginables qui pourraient être dans la société de son temps. Donc, elle n'est pas féministe. Ça, c'est absolument certain, et elle ne me contredirait pas. Mais pour autant, elle fait bouger les fronts. Elle n'est pas conservatrice au sens où elle veut que rien ne change dans la société de son temps. En particulier dans sa vision du couple et de la famille, elle demande, alors elle va toujours accepter les codes de la soumission de la femme à l'époux, rappeler le texte de la Genèse et toutes sortes de textes du Nouveau Testament, mais au milieu de tout ça, hein, elle va vraiment demander un couple amoureux où les époux sont différents mais égaux. Donc ça, c'est un grand thème de la théologie protestante qui va durer très longtemps durant le XXe siècle. Et puis, donc, cette idée d'un respect mutuel et d'une communauté d'idées qui est quand même assez novatrice pour le milieu du XIXe siècle. Et ça va être pareil sur ses options religieuses. Elle, euh, elle est, elle va, tout comme son époux, hein, tout comme Agénor de Gasparin, se faire le fer de lance de la liberté de religion. Et ça n'est pas rien du tout. Le 19e siècle n'est pas un siècle de liberté, c'est-à-dire le vœu des Lumières d'une liberté de religion, de culte, de conscience n'a pas abouti ni en France ni ailleurs. Et c'est une construction qui prend plusieurs décennies, voire même l'entier du 19e siècle selon les régions, pour aboutir à un régime de véritable liberté de conscience. C'est le cas en Suisse, où la constitution fédérale du milieu du 19e siècle ne contient pas la liberté de conscience, mais c'est aussi le cas en France, où les protestants, en particulier dissidents, ceux des églises libres qui ne sont pas dans le système concordataire, ces protestants-là sont aussi bien souvent opprimés, empêchés de se réunir, etc. Donc, les époux Gasparin militent pour la liberté. Mais chez Valérie, c'est encore plus profond que une liberté qui serait inscrite dans la loi. C'est une posture hein, de liberté religieuse et elle ne supporte pas un certain nombre de choses comme les costumes ecclésiastiques. Alors en particulier les costumes des religieuses, ça, elle trouve que c'est vraiment contre toute individualisation de ce que la religion doit être quelque chose d'individuel, quelque chose qu'on porte personnellement. Ça, c'est toute l'influence du réveil chez elle et de l'idée de conversion d'une religion existentielle qui ne peut pas cohabiter avec des règles de l'obéissance, des costumes, etc. C'est aussi pour ça qu'elle est absolument contre le retour de ce qu'elle appelle les congrégations religieuses protestantes, donc des diaconesses protestantes qui, à partir du milieu du 19e siècle, vont prendre beaucoup de rôles nécessaires, hein, tels que tout ce qui concerne la profession d'infirmière, qui va être, voilà, les soins vont être délivrés par des religieuses catholiques et protestantes. Et Valérie de Gasparin, elle va au bout de son idée, et en cela, c'est même au-delà du paradoxe, c'est-à-dire elle est à la fois conservatrice et libérale, mais elle est aussi totalement inventive et créatrice, puisqu'elle va avoir l'idée de créer une école laïque d'infirmières qu'elle va ouvrir à Lausanne, près de sa résidence de famille, euh, donc dans le canton de Vaud. Cette école existe jusqu'à aujourd'hui, elle s'appelle La Source, et c'est la première école euh, d'infirmières, de soins infirmiers, où on ne demande pas aux femmes de faire des vœux de type religieux. Et ça, c'est donc voilà, une innovation très importante entre les mains d'une femme qui, par ailleurs, est bien souvent très conservatrice. Et voilà, le paradoxe, c'est qu'en faisant cela, elle donne à des femmes une profession qu'elles peuvent, euh,
qu'elles peuvent occuper comme une profession moderne, c'est-à-dire on peut être infirmière un moment, ensuite avoir une famille, ensuite être à nouveau infirmière, ce qui n'était pas possible dans un système où on doit se dédier aux soins comme le fait une religieuse. Donc voilà, les paradoxes de la comtesse théologienne, c'est la manière dont j'ai intitulé ma chronique qui ouvre sur ensuite des textes de Valérie de Gasparin où on va découvrir du coup son style qui est celui du 19e siècle, hein. Se lancer dans les livres de Valérie de Gasparin, c'est un peu aventureux parce qu'elle écrit des centaines et des centaines de pages sur tous les sujets, comme le font comme le font beaucoup de ses contemporains. Mais j'ai essayé de choisir des petits morceaux à la fois de quelque chose de vraiment théologique, où elle explique sa position sur les congrégations religieuses, mais aussi des textes plus poétiques, qui sont vraiment des textes de spiritualité. Et là, je pense qu'on pourrait éventuellement s'y retremper pour réfléchir, voilà, pour méditer. Mais ça reste, bien sûr, une langue très 19e siècle. Mais voilà, ça ouvre une porte sur une autrice dont presque tous les livres sont sur Internet aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus de droit d'autrice, mais qu'on lit plus tellement.